observer. Et nous, on a très envie aussi d'écouter Olivier Faure, qui est le premier invité de Questions Politiques. France Inter, Thomas Negaroff. Il s'installe à son rythme. Il a raison, c'est lui qui décide du rythme de l'émission. Il est l'invité. Merci beaucoup, Olivier Faure. Bonjour. Merci à vous. Merci bonjour. d'avoir accepté notre invitation, de faire votre grande rentrée médiatique dans Questions Politiques. Je reviens sur ce que disait Karine à l'instant, que vous avez écouté. Ce Conseil national de la refondation, je n'ai pas pour l'instant encore entendu la position officielle du PS. Quelle est-elle ? Vous la connaîtrez mardi, puisqu'il y aura un bureau national qui en décidera. Mais ce que vient de dire Karine Bécard est malheureusement très juste. On a un président de la République qui nous dit « j'ai changé », et puis qui revient en réalité à ses habitudes antérieures à l'élection présidentielle. Si c'est pour revivre ce que nous avons vécu avec le grand débat, ce que nous avons vécu avec la conférence citoyenne, où tout nous avait été dit, il tiendrait compte de l'avis des Françaises et des Français, rien ne serait filtré, on a vu la suite. Si c'est simplement une mise en scène supplémentaire pour nous dire qu'il est vraiment un type extraordinaire qui a décidé d'écouter enfin les Français, si c'est simplement une mise en scène, ça n'a aucun intérêt. Si c'est simplement pour contourner un Parlement qui ne lui est pas favorable parce qu'il n'y a pas de majorité, alors c'est effectivement, en réalité, non pas un approfondissement de la démocratie avec la société civile organisée, mais un contournement de la démocratie. Mais alors pourquoi ne pas y aller ? Pourquoi ne pas y aller pour lui dire ça ? Mais On verra mardi d'abord. On verra mardi. Personnellement, vous avez une opinion ? On verra mardi. Moi, mon opinion elle est la suivante. Elle est de dire que, effectivement, le Parlement doit aussi être à l'écoute de ceux qui, en dehors de lui, continuent à poser des revendications, à avoir des analyses, des expertises, et il est très important de pouvoir s'en saisir pour pouvoir avancer. Simplement, ce que je crois, c'est que dans ces cas-là, il faut non pas arriver en disant « voilà, j'ai une politique à mettre en œuvre et je vous demande de la mettre en œuvre avec moi », ce que fait le président de la République depuis le 14 juillet, où il a déjà tracé sa propre route. On sait déjà qu'il veut réformer les retraites, qu'il veut réformer l'assurance chômage. Il a été élu président de la République, mais il n'a pas de majorité à l'Assemblée. Et il a été élu dans des conditions que vous connaissez. Personne n'a de majorité. Oui, c'est vrai. Donc, mais justement, dans ces cas-là, il y a quelque chose à faire, c'est de dire, écoutez, personne n'a la majorité, et donc il y a aujourd'hui une nécessité, c'est de tout mettre sur la table et de dire comment est-ce qu'on peut avancer. Vous avez rappelé à l'instant les crises qui sont devant nous, sociales, démocratiques, énergétiques, géopolitiques. Bref, on a largement de quoi faire, et il serait sain pour la démocratie de dire que le président dise, écoutez, moi je ne veux pas tout seul avancer. Ce que je sais, c'est qu'il faut assurer la cohésion du pays. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit suivez-moi et je veux bien discuter avec vous de la façon dont on peut me suivre. Mais donc ça veut donc dire, Olivier, la façon dont je vois ça veut donc dire que sur le principe, vous n'êtes pas hostile à un Conseil national de la refondation, pensez différemment. Penser différemment. Moi, je suis... Regardez ce qu'on a fait avec la NUPES. Nous avons un parlement de la NUPES qui associe des gens qui sont très différents, qui sont des élus, des gens qui sont des intellectuels, des sociologues, des géographes, des artistes, des gens qui viennent de tous les horizons et qui ont fait le choix de venir discuter avec nous. C'est très bien. Et j'espère que dans ce cadre-là, nous arriverons à ménager des consensus qui permettront d'avancer. Mais au départ, sur la table, tout y est. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, voilà, j'ai un programme exécuté, et derrière, il faut suivre. Êtes-vous pour y aller au Conseil national de la refondation ? À titre personnel, vous êtes plutôt pour y aller, pour dire ce que vous dites, ou pour boycotter ? D'abord, il y aura une décision collective mardi, nous sommes dans un parti démocratique, et ensuite, ce que je vous ai dit, c'est que les conditions telles qu'elles sont fixées par Emmanuel Macron à ce stade sont suffisamment floues pour que l'envie ne soit pas là. Parce que je n'ai pas envie de participer à une mise en scène qui serait celle du pouvoir, qui laisserait penser qu'il ouvre les portes à d'autres pensées que la sienne, alors qu'en réalité, nous savons très bien, et vous l'avez dit à l'instant, sur tous les grands sujets, il prend ses décisions tout seul. Même ses ministres sont écartés de sa propre réflexion. On sent aussi de la part de tous les partis d'opposition, puisque tous les partis d'opposition, on va voir votre décision mardi, mais ont tendance à décliner l'invitation, à ne pas y aller. On sent quand même derrière des calculs politiques. Est-ce qu'on peut se permettre, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, d'être juste dans le calcul politique, de ne pas y aller, pour ne pas participer à un exercice soi-disant de communication d'Emmanuel Macron ? Est-ce qu'on peut pas au moins assister à la première réunion pour se faire une idée ? Comme Laurent Berger le propose, CFDT, en disant que la politique de la chaise vide... Simplement, ce que je dis, c'est que nous n'avons pas... Enfin, le Parlement existe. Nous avons eu une session extraordinaire en juillet. Je vous coupe tout de suite. Le Parlement et le Conseil national de la refondation, manifestement, vont pas jouer le même rôle. Le Parlement va continuer à légiférer. Le Conseil national de la refondation, c'est pour imaginer la politique dans 10, 20, 30 ans.
D'ailleurs, à la tête de ce conseil, probablement, il y aura François Bayrou, le haut-commissaire au plan. Donc, gage d'impartialité bien connu. Alors peut-être, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on imagine la politique d'après et sur le long terme. Donc il n'y a pas un jeu concurrent avec le Parlement. Ce que je vous dis, c'est que moi je veux bien, mais le Parlement a aussi des enjeux de long terme. On n'est pas simplement à légiférer pour la semaine qui vient. Ce que je vois, c'est qu'il n'y a eu aucune ouverture réelle de la part du président de la République et de sa majorité relative au mois de juillet. Même sur le pouvoir d'achat, les mesures pouvoir d'achat, vous considérez que c'est Emmanuel Macron tout seul, la majorité tout seul, et que personne n'a été écouté? Écoutez, en tout cas, la gauche ne l'a pas été. Nous allons revenir certainement sur la question des super-profits. Nous avons posé cette question-là dans le débat. Nous n'avons pas été entendus. Nous avons posé un certain nombre de revendications, notamment salariales. Nous n'avons pas été entendus. C'était possible de nous écouter. C'était possible de dire qu'effectivement, il y a un problème dans ce pays. Il y a un problème de partage de la valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont de plus en plus riches et des gens qui sont de plus en plus pauvres. Et dans un moment de crise, à l'époque de la crise sanitaire, le président avait parlé de guerre contre la Covid. Mais de quoi faut-il parler quand on est dans une guerre contre le réchauffement climatique, que nous sommes en guerre pour de bon aux frontières de l'Europe, que nous sommes là aussi avec une forme de déliquescence de la démocratie dans notre pays? Est-ce que on va enfin prendre la mesure de ce qui se passe et donc faire en sorte qu'il y ait véritablement, écoutez, une prise de conscience collective et qu'on puisse avancer? Moi, c'est ce que je souhaite. Si le président de la République y est prêt, j'y suis prêt aussi. Mais il n'a donné aucun signe de cela. Il n'a donné aucun signe à la gauche. Il a au contraire donné des signes à la droite en permanence. Et je comprends que c'est sa voie tracée, peut-être. Et je ne lui en veux pas. Simplement, ce que je dis, c'est que il a fait des choix, qu'il les assume. Nous ne sommes pas là pour assumer avec lui un chemin qui nous conduirait à droite. France Inter. Question politique. Thomas Negaroff. Vous avez bien sûr entendu parler de cette polémique aussi sur les super profits. Non. Vous n'étiez pas là cet été alors? Non, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Donc non, je n'ai pas entendu. Je sais que les entreprises doivent être profitables. C'est tout ce que je sais. Alors, sous les applaudissements des membres de l'université d'été du MEDEF, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, s'exprime cette semaine. Il vous répond à vous, Olivier Faure, d'une certaine manière, vous qui avez lancé l'idée d'une taxation exceptionnelle sur les super-profits réalisés dans le contexte actuel d'inflation. Je vous pose la question, Olivier Faure, question à laquelle manifestement ne sait pas répondre Bruno Le Maire, on l'a entendu. C'est quoi pour vous les super-profits? D'abord, premier point, c'est que ça n'est pas une polémique. Ce n'est pas simplement une espèce d'objet. Et vous dites, je vous remercie de me rendre une forme de paternité de cette taxe sur les super-profits. La réalité, c'est que elle est mise en place dans toute l'Europe. Le secrétaire général de l'ONU... Pas dans toute l'Europe. Italie, Espagne, Portugal... Un petit nombre de pays, mais c'est vrai, dans quelques autres pays. Angleterre. Bref, on voit bien que l'idée fait son chemin. Et le secrétaire général de l'ONU lui-même a appelé l'ensemble des pays à mettre en place cette taxe. Donc, la réalité, c'est que ce n'est pas l'idée d'un gauchiste échevelé qui d'un seul coup se réveillerait un matin en disant... parce qu'il serait jaloux. J'ai lu ce matin dans la presse que ce serait par jalousie, Non, il n'y a aucune jalousie. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait que des gens soient plus riches que moi. Il y en a beaucoup. Il y en a aussi, malheureusement, beaucoup trop qui sont beaucoup plus pauvres que moi. Et ce que je crois, c'est qu'à un moment, il faut partager la valeur. La richesse d'une entreprise ne tient pas à ses seuls dirigeants. Elle tient à toutes celles et ceux qui, chaque matin, se lèvent et font part de leur inventivité, de leur créativité, qui sont là pour produire, pour commercialiser, et donc qui participent ensemble à cette richesse. Vous avez des profits qui ont battu des records extraordinaires sur l'année qui vient de s'écouler. On a 174 milliards de bénéfices réalisés par le CAC 40. Le dernier record était de 2007. Il était simplement de 100 milliards. 74 milliards de plus. Pendant que tous les Français se serraient la ceinture, vous avez des entreprises qui ont réussi des bénéfices records et qui ont redistribué des dividendes records à des actionnaires qui n'en demandaient pas tant. Alors lesquels en particulier? Lesquels vous montrez du doigt? Lesquels vous avez? Et à partir de quel seuil? Combien d'argent attendez-vous? Mais un super profit, c'est quoi? C'est tout simplement des gens. La définition, ce sont des entreprises qui, quand on compare leurs profits de l'année qui vient de s'écouler ou des prochaines, qui sont très largement supérieurs, par exemple 25% supérieurs à ce qu'ils étaient dans la moyenne des années qui ont précédé. Là, ça vous donne... Ça veut dire que ce n'est pas dans un contexte particulier, par exemple aujourd'hui d'inflation, c'est-à-dire que pour vous c'est une règle qui peut s'imposer à tout moment. Une entreprise qui devient très profitable doit être davantage taxée. Si on réussit, on doit être davantage taxé.
si on réussit, attendez, qui réussit? Faudrait là aussi se poser la question. Oui, mais en fait, il faudrait aussi qu'on se pose la question et à qui ça profite. Et quand vous voyez que pendant que les Français vivaient au chômage partiel, que vous avez les chefs d'entreprise, enfin les chefs du CAC 40 qui ont doublé leurs revenus, et que vous avez Bernard Arnault qui a eu sa fortune qui a été multipliée par 2,5. En même temps, il crée de l'emploi, il investit, il fait prospérer l'économie. François Tressoz, alors allons là-dessus. Est-ce que vous savez combien d'emplois ont été créés par le CAC 40 pendant cette période-là, pendant qu'ils étaient aidés par les Françaises et les Français? 240 milliards mis sur la table pour aider les entreprises pendant la période des crises sanitaires. Combien d'emplois créés? Allez-y. Aucun. Aucun, on était même quand même dans le contexte de crise sanitaire. 60 000 emplois détruits. Mais pardon, je suis désolé, mais enfin, si vous me dites que ces gens-là ont servi la cause et l'intérêt général, je vous suis. Ça n'a pas été le cas. On a mis de l'argent pour eux au moment où ça allait mal pour eux. Maintenant, est-ce qu'ils ne pourraient pas en mettre un peu quand ça va mal pour tout le monde? Ça veut donc dire que pour vous, les super profits, c'est quand même une adéquation entre plusieurs choses. C'est aussi la création d'emplois, la redistribution de richesses. C'est pas uniquement le simple profit d'une année sur l'autre, si je vous écoute bien. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que l'argent qui est généré profite au plus grand nombre. Et donc, quand vous avez aujourd'hui des entreprises qui préfèrent en fait distribuer des dividendes plutôt que d'investir, etc., bah écoutez, oui, c'est un problème. C'est un problème. Quelle est la différence entre le profit et le super profit? À partir de quand on glisse dans le super? Deuxièmement, ce que vous souhaitez, c'est que l'État prélève quelque chose auprès de ces entreprises, donc un pourcentage que j'ignore mais que vous devez connaître. 3, combien on ramasse, si j'ose dire? Ou alors est-ce que c'est le fait de dire aux chefs d'entreprise qui pourraient très bien s'entendre, dès lors que vous distribuez des dividendes, il faut qu'il y en ait au moins autant pour les salariés. Ça passe par l'État ou c'est une meilleure distribution au sein de l'entreprise? Je vous ai dit que nous étions, pour moi, dans une forme d'économie de guerre à trouver. Nous avons devant nous des défis qui sont immenses. Qui va payer la facture de la transition écologique? Qui? Est-ce que ce sont les Français? Est-ce que c'est la classe moyenne, la classe populaire? Ou est-ce que ça doit être celles et ceux qui ont le plus profité de ce système? Ça suffira pas de toute façon. Ça n'a jamais suffi à gauche, ça a toujours été le sujet. L'ISF, l'impôt sur la fortune, grande bataille idéologique, très faible rapport financier. Que ça ne suffirait pas, il faudrait ne pas commencer par eux. Mais alors voilà, mais le problème... Attendez, vous êtes en train de dire, parce que ça ne suffira pas, on va taxer les autres. Est-ce que ça masque pas le reste, qu'au fond, pour la gauche, qui doit payer la transition écologique? Est-ce que vous pensez que la classe moyenne peut s'en exonérer? Il faut appeler à la sobriété, mais il faut aussi que les grandes fortunes, les grandes entreprises payent, parce que ça va coûter très cher, cette histoire. Mais donc, je repose ma question, c'est quelles entreprises? Une phrase à un moment. Oui, pardonnez-moi. Mais simplement vous dire que, en fait, ce que ne payent pas les plus riches, ce sont tous les autres qui le payent. C'est une règle. L'argent magique, comme dirait l'autre, ça n'existe pas. Donc, quand ça vous a pas mal existé jusqu'à quand vous ne le prélevez pas sur les uns, vous le prélevez alors sur les autres. Quel rapport pour vous? Combien ça doit rapporter cette taxe sur les super profits? Qu'est-ce que vous avez calculé? Qu'est-ce qu'il y aura concrètement dans votre proposition d'appel à référendum populaire? Je prolonge la question. Est-ce que vous y voyez quelque chose de plus que symbolique? Parce qu'à vous écouter, il y a quand même une dimension assez fortement symbolique dans le fait de taxer les super profits. Alors, si je m'exprime et que je vous laisse penser ça, c'est une erreur. Parce que pour moi, ça n'est pas symbolique. C'est vraiment de trouver les moyens, puisque on en est à, vous parliez tout à l'heure du CNR. Si la vision, c'est une vision de moyen long terme. Donc, nous allons nous projeter, il faut se projeter et se dire, comment nous allons réussir à arriver à la neutralité carbone dans les prochaines décennies. Donc, ça va supposer des moyens. Opérer de grandes transitions, accompagner les entreprises qui vont avoir besoin aussi d'être accompagnées pour pouvoir parvenir à changer complètement leur modèle. Donc, il faut beaucoup d'argent. Cet argent-là, il va falloir le trouver quelque part. Et moi, je préfère qu'on le trouve dans les caisses de ceux qui ont beaucoup profité du système actuel, qui ont été les plus polluants, qui ont été ceux qui nous ont amenés là où on en est aujourd'hui, pas toujours en pleine conscience, mais qui ont participé et qui ont construit des fortunes ainsi. Et donc on taxe qui et à hauteur de combien? C'est l'État qui prend l'argent. On taxe qui et à hauteur de combien? Mais parce que, regardez, prenons un exemple. Je vois bien qu'on va dire, mais en fait, c'est Madame Borne, Monsieur le maire disent oui, mais enfin, ils font des efforts, on leur demande, on est gentil avec eux, vous voyez bien qu'ils font des efforts. Mais regardez ce que fait l'armateur CMA-CGM. En fait, il va, en un semestre, faire 14,8 milliards de profits. Il va redistribuer, sous la forme de petits gestes, 300 millions.
Mais écoutez, et vous demandez combien? Vous n'avez pas répondu à cette question. Qu'est-ce que ça doit apporter cette taxation? Vous aurez la réponse cette semaine, puisqu'on est en train de discuter avec nos partenaires pour voir quel est le rendement. Un ordre de grandeur. Non, je vous donne pas d'ordre de grandeur pour l'instant parce que je veux discuter de tout ça avec tout le monde et voir comment est-ce qu'on fait. Mais l'idée n'est pas de faire quelque chose de symbolique, mais véritablement d'arriver à rapporter suffisamment d'argent pour pouvoir engager les grandes transitions. Donc c'est l'État qui prendra cette taxe. Regardez, ça ne c'est pas de la redistribution aux salariés. Regardez ce que fait le gouvernement. Si, d'une certaine façon, quand ce qu'ils ne paieront pas, en fait, sous forme de fiscalité sur leurs propres revenus parce qu'on leur a prélevé ailleurs, c'est de l'argent qu'on rend aux salariés français. Quand on donne dans les services publics, c'est de l'argent aussi. Donc je suis désolé que ça se fait, la redistribution se fait pas exclusivement sous cette forme-là. Ça peut être aussi l'accompagnement des plus vulnérables, c'est une évidence. Donc il faut voir comment se partage ensuite cette manne financière. Mais quand je vois qu'on en est à dire, écoutez, on verra bien ce qu'ils donnent, etc., mais on voit bien qu'ils ne donnent jamais. C'est pas possible de laisser penser que le volontariat permettrait de compenser ce que les grandes entreprises ne font pas. Mais c'est peut-être aussi une illusion de penser que c'est en taxant les super profits qu'on financera l'intégralité de la transition écologique. Mais l'intégralité. Tout le quinquennat de François Hollande, ça a été là-dessus aussi. Ça a été, au fond, vous avez fait payer les classes moyennes parce que faire payer les très riches, ça suffisait pas. Mais c'est une erreur. Il faut. Peut-être, mais c'était la réalité quand même. Mais non, mais aujourd'hui, la réalité qui s'impose à nous, l'alerte qui est donnée. Vous avez parlé vous-même du réchauffement climatique, vous-même de ses conséquences qui sont déjà tangibles pour les Françaises et les Français. Tout l'été, on a parlé de ces feux de forêt, de ces tempêtes, de cet assèchement, de ces inondations. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Si on prend des cas plus catastrophiques que le nôtre, le Pakistan, 50 millions de déplacés. Mais est-ce que vous croyez que ça va pas provoquer des gigantesques mouvements? Est-ce qu'on va pas vers des guerres partout dans le monde avec des gens qui vont se déplacer, qui vont migrer, qui vont chercher vers une recherche quand même au-delà des différences? Mais est-ce que vous voulez qu'on fasse comme avant, c'est-à-dire qu'on dise, regardez, 1,5 milliard mis sur la table par Madame Borne pour les collectivités locales, 1,5 milliard qui pense sérieusement. C'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal. Écoutez, avec 1,5 milliard, vous pensez qu'on finance quoi? Vous pensez que vraiment on va réussir à lutter contre le réchauffement climatique avec 1,5 milliard? Moi, je vous dis que ça n'est pas sérieux. Moi, ce que je vous dis au contraire, c'est que nous sommes face à un mur qui est devant nous. On nous explique matin, midi et soir qu'on va se diriger en accélérant dessus et on ne fait rien. Eh bien non, il y a un moment, il faut faire quelque chose. Et prenons l'argent là où il existe. Est-ce que tout le monde doit faire un effort? Parce que là, vous parlez est-ce qu'on peut parler des citoyens? Parce que vous évoquiez le Pakistan. À l'échelle mondiale, 10% de la population, c'est plus de 50% des émissions de CO2. 10%, c'est l'ensemble des Français, y compris les plus pauvres. Est-ce que les Français, y compris les plus pauvres, doivent faire un effort pour lutter contre le dérèglement climatique? Je ne suis pas sûr que ce soit les plus pauvres qui aujourd'hui participent le plus au réchauffement climatique. Non, mais si on prend l'échelle mondiale. Mais c'est vrai que nous sommes parmi, évidemment, dans les 7 pays les plus riches, et donc les Français sont parmi les plus riches du monde. Bon, ceci dit, entre les plus riches et les plus riches, il y a un sacré écart entre les grandes fortunes et puis celui qui vit au RSA. Donc, bien sûr qu'il y a des efforts à fournir. Bien sûr que pour ceux qui le peuvent, il faut moins se déplacer en véhicule thermique et plus utiliser les transports collectifs. C'est vrai qu'il y a cette histoire qui a été mal tournée sur la viande, mais c'est vrai aussi qu'on sait très bien que trop consommer de viande, eh bien, c'est aussi participer au réchauffement climatique. Parce qu'on importe beaucoup. Quand on mange un steak, on sait très bien qu'en règle générale, malheureusement, il vient d'Amérique latine. Quand on mange de la dinde, elle vient plutôt de Nouvelle-Zélande, etc. Et donc, nous avons besoin de tous adopter une forme de sobriété et accepter l'idée que nous sommes tous co-responsables de ce qui se passe. Mais à des échelles différentes. Et donc, je veux pas culpabiliser de la même façon celles et ceux qui joignent difficilement les deux bouts et ceux qui, au contraire, se déplacent, comme vous le dites à l'instant, en jet et qui n'ont pas ces problèmes. Est-ce que, Olivier Faure, vous considérez que le discours du chef de l'État, parlant de sacrifice, parlant de la fin d'une forme d'associance ou de la fin de l'abondance, c'est quelque chose d'audible et que tout le monde, pauvre ou riches, probablement, sûrement plus les riches, puissent avoir 1 degré de moins chez lui, 2 degrés de moins, faire attention à l'eau, ou que c'est quelque chose que vous ne suivez pas comme type de discours? Écoutez, ce qui est difficile à comprendre, c'est que la fin de l'abondance, ça doit d'abord viser celles et ceux qui ont beaucoup profité de l'abondance, plus que les autres. Et donc, il y a une part de ce discours qui est difficilement audible pour les Français qui se disent, mais quand est-ce que l'abondance a commencé pour moi? L'abondance, c'était l'abondance de ressources, c'était pas... Et l'abondance de ressources, je regrette une chose, c'est que la prise de conscience soit liée non pas au réchauffement climatique, mais au fait que nous sommes en réalité
rattrapé par la guerre en Ukraine et que nous savons très bien aujourd'hui que, y compris quand on parle de nos réserves en gaz qui seraient à 92% réalisées, la réalité c'est que ces réserves, elles permettent de répondre à 35% à peu près de nos besoins pour l'hiver prochain. Et donc nous sommes dans une situation où effectivement il va falloir que nous fassions des efforts parce que autrement nous risquons le blackout. Et donc c'est cette prise de conscience là, elle est non pas une prise de conscience volontaire, elle est en fait subie et je le regrette parce que ça fait longtemps que la question est posée par les experts du GIEC notamment. Et donc vous craignez c'est sous François Hollande le nucléaire qu'un certain nombre de choses ont été fermées. Justement, vous craignez la prise de conscience. Fessenheim, c'était en fait sous Macron et lancé sous François Hollande. Vous avez raison. Mais justement, mais même sur le nucléaire, en fait, là aussi, soyons prudents, parce que vous le savez très bien, nous sommes dépendants des Russes et des Chinois sur le nucléaire, parce que l'uranium, nous n'en produisons pas, nous ne savons pas l'enrichir, nous ne savons pas le transformer, nous ne savons pas l'assembler. Et donc, c'est Rosatom, entreprise russe, qui a l'essentiel du marché aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que ce sont toutes ces questions-là qui sont infiniment complexes. Et je ne dis pas qu'il faut traiter en vous êtes trompé, la gauche, de manière globale, les socialistes et les écologistes en particulier, vous dites pas que vous êtes trompé quand même sur la politique, quand on voit le contexte dans lequel on est aujourd'hui, sur la politique nucléaire en France ? Mais je viens de vous dire à l'instant que ne soyons pas simplistes. Il n'y a pas d'un côté une solution qui serait toute trouvée et qui serait le nucléaire, parce que le nucléaire dépend aussi beaucoup de ressources qui nous sont extérieures. Et la vérité, le vrai drame de notre pays, c'est de ne pas avoir assez investi dans le renouvelable, de nous être fait piquer des marchés entiers, je pense par exemple au solaire par les Chinois, et de ne pas avoir assez investi dans le renouvelable. Parce que la souveraineté de notre pays au plan énergétique, elle est d'abord liée à notre capacité à développer de véritables énergies renouvelables. Justement, quand vous parlez de crainte de blackout pour cet hiver, est-ce que vous applaudissez la décision prise, justement, Karine en parlait, par le Conseil national, le Conseil de défense énergétique vendredi, il y a 2 jours, de rouvrir, d'ici cet hiver, la totalité des réacteurs aujourd'hui fermés, 32 sur 58? Écoutez, là, il faut parler sous le contrôle de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Moi, je ne sais pas si ce qui a été constaté, les corrosions sont, si tout ça est totalement sécure. Si c'est le cas, bien sûr. Si c'est le cas, oui. Bien sûr. Mais sur le principe, c'est fini la fin du nucléaire, en clair. Comment ? C'est fini la fin du nucléaire. Évidemment qu'on les rouvrira si c'est sans danger. Oui. Ah non, personne. Non, pas personne. Bah non. Oui, merci. Mais non, depuis toujours. J'ai écouté, franchement, j'ai écouté toute la campagne électorale avec beaucoup d'attention comme vous. Même Yannick Jadot disait que il fallait, il y a une période de transition. Il y a une période de transition et que pendant cette période de transition, évidemment, on ne va pas supprimer l'électricité aux Françaises et aux Français. On sait que dans les prochaines décennies, c'est 50% d'électricité supplémentaire qu'il faut trouver pour répondre aux nouveaux usages. On a des téléphones, des ordinateurs, des voitures bientôt électriques, etc. Donc tout ça va nécessiter beaucoup d'énergie. Mais donc la fin du nucléaire, tôt ou tard, est quand même souhaitable La fin du nucléaire, tôt ou tard, évidemment, est souhaitable. Moi, ce que j'ai toujours dit, et je répète ce que je vous ai déjà dit sur ce plateau, moi, je suis pour ce qu'on appelle le grand carénage. C'est-à-dire que je suis pour qu'on prolonge la durée de vie des centrales françaises le plus longtemps possible pour éviter de connaître un moment de blackout et pendant ce temps-là, être en mesure de déployer des efforts, mais gigantesques, de la même nature que ceux qu'on a déployés d'ailleurs pour mettre en place le nucléaire, pour pouvoir arriver à notre autonomie énergétique et être souverain, enfin, sur le plan énergétique. Vous pensez que le renouvelable peut couvrir 100% de nos besoins ? C'est ce que disent les rapports, c'est possible. Maintenant, encore faut-il y mettre les moyens. Françoise. L'énergie là est fortement subventionnée, le pétrole est fortement subventionné pour que les prix à la pompe soient à peu près à 1,50 €. Est-ce qu'il faut continuer cette politique pour défendre le pouvoir d'achat ou est-ce qu'il faut maintenant aller vers des aides beaucoup plus ciblées vers les foyers modestes ? Qu'est-ce que vous appuierez, vous, comme politique ? Je suis plutôt sur la deuxième solution, même si elle est très difficile à mettre en œuvre pour des raisons qui sont liées aux effets plafond et les effets de seuil, et donc très compliqué d'arriver à cibler les populations qu'on a réellement besoin. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai plutôt approuvé ce qui se faisait pour que provisoirement on puisse aider l'ensemble des Françaises et des Français à continuer à se déplacer dans des conditions qui ne mettent pas en péril leur propre budget. Mais parce qu'il y a malheureusement, on parle toujours, pour nous
qui sommes dans des zones très urbaines, la voiture n'est pas une nécessité. En revanche, dans le monde rural, dans le monde périurbain, la voiture est un bien non pas de luxe, mais de première nécessité, parce qu'il est celui qui permet d'aller au boulot, d'emmener les enfants faire du judo, du ping-pong ou je ne sais quoi, faire ses courses, bref, tout simplement de vivre. Donc quand Gabriel Attal propose de poursuivre à partir de 2023 le bouclier tarifaire ou un bouclier tarifaire, vous dites banco? Oui, je dis là-dessus, je suis prêt à discuter, je suis prêt à ce qu'on envisage toutes les discussions, voir quelle est la solution qui est la plus envisageable, la plus juste. Je n'ai pas de réflexe pavlovien qui me rendrait incapable du moindre compromis avec le gouvernement. Et quand il vous invite à discuter en fait en amont de la loi de finances pour essayer d'éviter un 49.3, vous dites oui, allons discuter. Moi, je n'ai jamais refusé aucune main tendue quand elle est réellement tendue. Si demain le gouvernement est prêt à avancer sur la taxe sur les super profits, mais je vais pas dire que parce que c'est eux qui reprennent la proposition, elle est mauvaise. Ça dépendra du seuil, du taux, etc. Bien sûr, parce que je veux pas non plus que ce soit un truc symbolique pour dire on l'a fait alors qu'on n'a rien fait. Mais l'évidence, c'est que sur un certain nombre de sujets, s'ils veulent avancer, toute la gauche est prête à avancer. On n'est pas. Non, mais prête à avancer. Vous êtes prêt à voter éventuellement le budget avec la majorité parce que c'est un marqueur fort. Si demain tout le monde fait, si sur l'éducation, si sur les transports, si sur tous les sujets sur lesquels nous viendrons discuter avec eux, ils sont prêts à avancer. Nous avancerons. Moi, s'il y a un budget de gauche demain qui est proposé à l'Assemblée, pourquoi je voterai contre? Je suis pas fou. Je suis là pour que. Tout à l'heure, vous avez dit, il y a une espèce de folie qui s'empare de tout le monde sur 2027. C'est vrai. Moi, je suis vraiment stupéfait à l'idée que tout le monde s'emballe en faisant comme si. Alors je le comprends parce que Jean-Luc Mélenchon compris, hein. Mais je crois pas. Il parle de dissolution. Il parle pas de. Et il parle d'européenne, candidature unique. On y reviendra. Mais moi, ce que je vois, c'est que en fait, le problème, c'est que l'élection de 2022, n'ayant rien purgé, habituellement une élection présidentielle, ça purge quelque chose. Là, ça n'a rien produit puisqu'en réalité, vous avez un président qui a été réélu grâce à un front républicain qui, au lendemain de son élection, adresse un bras d'honneur à tous ceux qui ont participé à sa réélection. Vous considérez qu'il n'est pas légitime, comme Gérard Larcher l'a dit? Mais je ne dis pas qu'il n'est pas légitime, il a été élu. Je dis simplement qu'il y a quand même une forme de paradoxe à être celui qui est élu dans le cadre d'un front républicain et qui, le lendemain, fait élire des vice-présidents de l'Assemblée, ce que ni le Bundestag ni le Parlement européen n'ont jamais fait, alors que depuis des années, ils sont exposés aux mêmes problèmes. Donc, nous avons là des différences d'approche. Bon, on verra maintenant si il est prêt à faire des gestes qui sont non pas des gestes symboliques mais significatifs. S'il veut avancer, je vais vous dire, même, je veux pas parler au nom de toutes les formations de. Justement, de la même NUPES, quitte à vous désolidariser de LFI, vous êtes capable totalement de soutenir quelque chose, alors même que LFI ne le soutient pas. Vous êtes totalement autonome encore. Et bien sûr, je suis autonome, mais personne n'a jamais dit. Enfin, il n'y a pas de prison. Et regardez ce qui s'est passé au Parlement. Et regardez la façon dont nous discutons les uns après les autres. C'est une coalition dans laquelle je me sens parfaitement libre et dans laquelle je me sens parfaitement à l'aise, pour tout vous dire. Parfaitement. Avec des gens qui ne pensent pas exactement comme moi et moi qui ne pense pas exactement comme eux. Nous avons pendant 15 ans, nous avons été à nous taper dessus sans arrêt. Nous avons réussi quoi? Nous avons réussi collectivement à installer les libéraux au pouvoir parce que nous étions incapables de nous mettre d'accord. Nous avons réussi au mois de juin, par la force des choses, parce que ni les insoumis, ni les écologistes, ni les communistes, ni les socialistes n'avaient imaginé cette coalition. Et même, je vous rappelle qu'au départ, les insoumis ne voulaient pas des socialistes dans cette coalition. Et je les comprends. Comme nous n'avions pas envie au départ d'être dans cette coalition avec eux. Mais nous avons enfin compris quelque chose ensemble. C'est que à être toujours les uns contre les autres, nous étions simplement l'instrument des libéraux qui, eux, déroulaient parce qu'ils n'avaient besoin de personne pour pouvoir être élus. Ils étaient dans une situation de confort incroyable. Donc nous avons décidé de mettre enfin nos vieilles querelles de côté, d'essayer de nous comprendre aussi parce qu'il y a beaucoup de caricatures dans le débat. Et quand on cesse la caricature, parfois on avance. Alors on va évoquer bientôt une nouvelle querelle, qui n'est pas la dernière et pas la première au sein des socialistes. Mais une dernière question quand même pour clore ce moment là qu'on vient de passer ensemble. On avait commencé sur les super profits. Vous, votre idée, c'est de faire un référendum d'initiative populaire. Je crois que constitutionnellement, c'est compliqué parce qu'il s'agit de questions de fiscalité ou budgétaire. Est-ce que vous pensez aller jusqu'au bout de votre démarche? Oui, rien ne m'a échappé dans cette histoire. L'article 11 de la Constitution et les conditions. Et donc, nous allons déposer une proposition de loi qui va faire en sorte de correspondre au canon de beauté constitutionnel, si je puis dire. Et puis, j'espère que le Conseil constitutionnel approuvera, validera la démarche. Et derrière, nous aurons à trouver les millions de Françaises et de Français qui nous accompagnent pour
imposer un rapport de force. Et j'entends dire parfois, mais enfin, regardez sur ADP, Aéroport de Paris, il y avait une volonté de privatiser. Nous avions déjà déposé un RIP, toute la gauche rassemblée. Que s'est-il passé? Nous avons obtenu... Je vous rappelle qu'il faut environ 200 parlementaires et 4,87 millions de personnes. Voilà. 10% du corps électoral. Exactement. Et donc, nous n'avions obtenu que 1,2 million de signatures. Mais parce que tout le monde avait compris qu'il y avait quelque chose qui se levait, qu'il y avait un rapport de force qui se construisait, le gouvernement y a renoncé. Et donc, mon sentiment, c'est que nous devons créer un rapport de force. La preuve, c'est qu'on en parle désormais alors qu'on n'en parlait plus. Eh bien, il faut construire un rapport de force, dire aux Françaises et aux Français ce que eux ne payent pas, c'est vous qui l'opérez. Et donc, qu'est-ce que vous préférez? Et moi, je préfère leur dire que je suis avec eux pour que ce soit ceux qui peuvent, qui payent. France Inter. Thomas Negaroff. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste avec nous jusqu'à 13h sur France Inter à la radio et France Info à la télévision. Olivier Faure, vous avez sûrement lu le JDD, journal du dimanche ce matin, en tout cas vos oreilles ont dû siffler. Grand manifeste initié par l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, dernier Premier ministre socialiste, avec près de 400 signataires, notamment beaucoup d'élus locaux. Un manifeste pour une nouvelle gauche de gouvernement, loin, très loin de la NUP, considérée comme trop radicale, trop sectaire. Et une interview qui accompagne ce manifeste, une interview de Bernard Cazeneuve également, qui regrette que le PS se soit, je le cite, toutouisé, c'est-à-dire d'être devenu le toutou de Jean-Luc Mélenchon. Que répondez-vous? Vous êtes toutouisé ou pas? Bon, sur la formule déjà. J'ai trouvé que Bernard Cazeneuve, lapsus presque révélateur, c'était beaucoup mélenchonisé. C'est une expression qui était plutôt dans le registre de la France insoumise. C'est un compliment pour vous, non? Mais Laurent Fabius l'a utilisé en son temps. Hein. Ah bon, bah alors écoutez, la guerre en Irak. Écoutez, j'ai trouvé que c'était une expression qui était qui m'a amusé. Et moi, je ne veux pas rentrer dans les polémiques inutiles. Nous sommes à l'approche d'un congrès. Il y a des gens qui cherchent à créer de la tension. Et bon, voilà, c'est le jeu. Je le comprends et je le regarde. C'est quand même pas aimable à votre endroit, quand même toutouisé. Je suis habitué à ce que un certain nombre de socialistes ne soient pas aimables à mon endroit. Mais j'avoue que ça fait un certain temps que ce qui m'intéresse, ce ne sont plus les socialistes qui sont contre tout le monde. Enfin, qu'il y a une espèce de gauche qui n'aime pas la gauche, qui n'aime pas les écologistes, qui n'aime pas les communistes, qui n'aime pas les là, vous insoumis. parlez de la social-démocratie. Parce que se revendique social-démocrate. Moi, j'aime la Elle existe gauche. toujours, la social-démocratie, ou pas? Alors, attendez. Bien sûr. Vous qui défendez la gauche populaire, désormais. Alors, attendez, j'ai du mal à répondre à toutes vos questions. Allez, c'est à la pas fois. ça. Prenez votre temps, allez-y, on a le temps. Non, mais écoutez, voilà, je vois qu'il y a des gens qui, j'ai regardé qui avaient signé cette tribune. En fait, je vois qu'il y a des gens qui sont des soutiens de longue date d'Emmanuel Macron, qui soutiennent son action au gouvernement. Je vois des gens qui, bizarrement, ont demandé aussi être soutenus par la NUP pour leur élection législative et qui maintenant sont. Je peux pas donner de nom. Je suis pas là pour faire du name dropping. Là. Mais il y a des gens qui, vous verrez, vous regarderez, il y a des gens qui n'ont pas eu de concurrents à gauche pour leur élection et qui maintenant viennent dire les insoumis, les écologistes. Vous n'y voyez que de l'acrimonie, vous n'y voyez que une forme de revanche, de vengeance, d'agressivité. Vous n'avez pas sur le fond envie aussi d'entrer dans le fond du débat. Mais moi je suis pour les gens qui vous disent mais là vous l'êtes. Alors attendez, je suis pour les débat, mais par exemple il y a quand même des choses. Par exemple, prenons la question européenne. Oui. Oui, puisque vous allez y venir, je le sens à votre impatience. Moi, je ne sais pas comment il faut classer les gens. En fait, moi j'ai voté oui en 2005. Bernard Cazeneuve, il a voté non avec Jean-Luc Mélenchon. Il est plus proche de Jean-Luc Mélenchon sur la question européenne que moi. Arrêtez ça, franchement. Honnêtement, là. Honnêtement. Écoutez, les grands actes, quels sont les grands actes posés dans une vie politique, si ce n'est de dire oui ou non à un référendum pour un traité constitutionnel européen? Il y en a d'autres. Donc, je cherche à comprendre où se placent les uns et les autres. S'il l'a fait, il l'a fait en conscience. Il l'a pas fait, je vais pas pousser. Et donc, je vois bien qu'il y a aujourd'hui une volonté de créer des clivages là où... Non, mais est-ce que vous considérez que la gauche... Moi, je considère, par exemple, que pour celles et ceux qui ont voté non au référendum de 2005 et qui ont été majoritaires dans le pays, il faut entendre le message qui a été porté à ce moment-là. Et il faut aussi que les autres entendent le message, c'est qu'aujourd'hui, nous ne répondrons à aucun des grands défis géopolitiques, climatiques, énergétiques, etc., sans l'Union européenne. Donc, je suis un Européen convaincu et j'espère bien convaincre l'ensemble de mes partenaires de faire des pas dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que vous considérez que cette vieille gauche, si je prends vos termes, ou alors les papis, c'est-à-dire, je cite moi, François Hollande, Bernard Cazeneuve ou Stéphane Le Foll. Je parle pas comme ça.
Bon, que ces gens-là incarnent finalement une gauche désuète qui est soit dans l'acrimonie, comme disait Thomas, soit dans le ressassement d'un certain nombre de choses, et qu'il doit y avoir un renouvellement, et vous leur dites, maintenant la gauche, c'est ça notre voie, pas forcément la social-démocratie, et on peut s'allier justement avec LFI, on peut avoir des valeurs communes. Mais il n'y a pas d'opposition entre le fait d'être socialiste et d'être dans la NUPES. Non, mais attendez, sur les Ouïghours, on peut citer 2 milliards d'exemples sur lesquels on ne peut pas être en accord avec... Mais allez-y, j'ai pas de problème. En fait, j'ai dit à chaque fois ce que j'en pensais. Et je voudrais qu'on ne caricature pas non plus les positions de nos partenaires. Parce que la réalité, on a eu la polémique sur Taïwan pendant l'été. J'ai donné ma position. J'ai dit dans le journal du dimanche, d'ailleurs, ce que je pensais, en fait, de la position des uns et des autres. Mais si on est totalement honnête, il faut dire que l'ambassade de Chine avait félicité, pour les mêmes positions que celles de Jean-Luc Mélenchon, quelques mois plus tôt, le ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron. Parce que la position de la France depuis fort longtemps, c'est une Chine et une seule Chine, et que nous défendons ensemble, les uns et les autres, le statu quo. C'est-à-dire que nous voulons éviter, en fait, une hongkongisation de Taïwan, donc qu'il y ait, en fait, comme à Hong Kong au moment de la rétrocession, une forme d'annexion de Pékin sur Hong Kong, et nous ne voulons pas que ça arrive aussi à Taïwan aujourd'hui, mais la réalité, c'est qu'il y a une fiction... Le génocide des Ouïghours qui a mis du temps à être reconnu, c'est pas quelque chose qui vous révulse qu'on ait pu dire que ce n'en était pas un? Mais c'est la position du gouvernement français. Alors, c'est la position, mais bien sûr que si. Mais je vous renvoie. Le gouvernement français n'a jamais reconnu un génocide des Ouïghours. C'est moi qui ai porté à l'Assemblée en janvier dernier, qui ai porté la résolution sur la reconnaissance du génocide des Ouïghours. Qui a été voté comment par LFI? Et qui a été voté qui s'est abstenu sur cette position, comme les communistes, et ce sont les socialistes et la majorité et une partie de la droite et de ça qui a voté pour cette reconnaissance. Mais reconnaissez que c'est là aussi une position qui n'est pas partagée par tout le monde et qui aujourd'hui participe complètement du dialogue avec les Chinois. Est-ce que vous pensez que le gouvernement français a rompu tout dialogue et toute discussion avec le gouvernement chinois? La réalité, c'est que non. Donc là aussi, soyons complètement honnêtes et regardons les choses avec beaucoup de recul et évitons de caricaturer les uns et les autres. Parce que si on fait ça, on n'arrive à rien. On se caricature pas, mais le fond du sujet de Bernard Cazeneuve, c'est au fond de vous accuser d'être dans la route de Jean-Luc Mélenchon et d'aller vers une opposition qui, au fond, déstabilise les institutions républicaines. Ça, c'est le fond de sa tribune. Et en disant, au fond, vous êtes en train de faire le jeu de l'extrême droite en déstabilisant la République au lieu de la conforter. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez entendre? Et est-ce que ça va vous pousser à vous démarquer davantage de Jean-Luc Mélenchon ou pas dans les mois qui viennent? Je n'ai pas besoin de chercher. Moi, je cherche à construire un chemin. Un chemin pour l'ensemble de la gauche et des écologistes. Faire en sorte que, face aux grands enjeux qu'on n'arrête pas d'évoquer, on ait une parole, un discours, des propositions qui soient de nature à convaincre les Françaises et les Français et que nous puissions demain les mettre en œuvre. C'est ça mon objectif. Donc, je vais chercher à construire, j'ai ma propre voie. Votre propre voie. Je ne cherche pas à me démarquer des uns ou des autres en permanence. Je ne vis pas en train, à chaque matin, en me disant, qu'est-ce qu'a dit un tel, qu'est-ce qu'a dit un tel, pour savoir quand je vais me démarquer des uns et des autres. Ce qu'on se demande, c'est quelle est la relation aujourd'hui des socialistes dans cette NUP et notamment vis-à-vis de la France insoumise. On a l'impression que c'est une relation. Mélenchon vous aime beaucoup, vous le ménagez beaucoup. Et en même temps, on a l'impression d'une relation de subordination. Vrai ou faux? Faux. Je vois pas où est la subordination. Tous nos votes sont complètement libres. Vous pouvez remarquer que dans... Et vous n'avez pas une relation d'égal à égal? Sur la question de la Finlande et de la Suède, leur entrée dans l'OTAN, les communistes, les insoumis ont voté contre, les écologistes et socialistes ont voté pour. Mais écoutez, je suis désolé, c'est la démonstration pure et parfaite que nous avons notre entière liberté, et il faut arrêter de se caricaturer en permanence. Mais je ne vois pas très bien quelle est la soumission à qui que ce soit, et je vois bien par contre l'impasse qu'il y aurait à dire. Moi je ne veux pas discuter parce que dans cette tribune, dans cette interview plutôt, je vois que on se moque de l'international contre les barbecues. Sandrine Rousseau, on se moque de ceux qui ont déposé une résolution. On y vient si vous voulez. Peut-être, mais enfin, si on n'aime pas les écologistes, barbecue. Si on n'aime pas les insoumis, on n'aime pas la façon dont évoluent certains écologistes. C'est différent, ça. Peut-être. Mais attendez, je finis ma phrase, ça sera encore mieux. Si on n'aime ni les écologistes, ni les insoumis, ni les communistes qui sont accusés sur leur résolution sur Israël, si vraiment, en fait, on n'aime personne à gauche, alors avec qui entend-on gouverner? Alors il y a une possibilité, c'est de dire que on souhaite
rejoindre Emmanuel Macron. C'est une possibilité, c'est un débat qui peut avoir lieu. Il n'est pas illégitime, et je le comprends parfaitement. Il y a des gens, d'ailleurs dans ceux qui ont signé cet appel avec Bernard Cazeneuve, et un nombre d'entre eux sont déjà des soutiens. C'est pas Macron, Mélenchon, il propose qu'il y ait une autre voie de social-démocratie. Et quand il parle des barbecues, c'est pas au sujet du barbecue. Mais moi je suis pour défendre un barbecue. C'est la façon dont ça a été montré sur la virilité ou non du barbecue, enfin des choses qui n'est pas exactement le sujet du jour. C'est pas le sujet du jour, c'est pas essentiel, mais je crois que, je veux pas me devenir le porte-parole de Sandrine Rousseau et de tous les autres parce que c'est à eux d'exprimer leur position, mais ce que j'ai compris, c'est que derrière la provocation sur le barbecue, il y avait l'idée de dire aux Françaises et aux Français qu'il y a une question sur notre consommation, notre surconsommation de viande, qui est un problème. Donc, elle a mis en lumière un sujet dont, du coup, on débat et qui permet une prise de conscience. C'est pas mal. Voilà. Donc, moi, j'aimerais qu'on cherche à chaque fois à tirer le meilleur et non pas à s'accuser les uns les autres du pire, etc. Mais et avec cette tribune... quant à la question des institutions, mais enfin, en quoi menaçons-nous les institutions? J'aimerais quand même comprendre. En fait, c'est l'appel à la rue et c'est l'appel à la rue, c'est l'appel à la grande marche, c'est l'idée que la dissolution est inévitable et qu'il faut qu'elle aille vite. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique de déstabilisation? 36, Léon Blum, notre grand ancêtre. Mais pardon, mais enfin c'est quoi sinon qu'à la fois le Front populaire, c'est quoi? C'est l'arrivée de la gauche au gouvernement et c'est un mouvement social qui est un mouvement qui emporte en fait y compris le gouvernement de Léon Blum, qui va même plus loin que le programme du Front populaire. Et donc bien sûr qu'il y a toujours deux pieds, la gauche a toujours marché sur deux pieds, à la fois mais Léon Blum c'était la vieille maison, c'était plutôt la SFIO que la SFIC, c'était plutôt une séparation après la révolution russe. Oui, d'accord, mais ça c'est 1920. Là, on parle de 36. Non, mais je sais que ne mélangeons pas tout. Non, mais enfin, en plus, à l'époque, relisez quand même complètement Léon Blum, qui était lui pour la dictature du prolétariat, ce qui n'est pas mon cas. Donc, en fait, vous voyez qu'on est encore là sur des choses très différentes. On peut pas tout mélanger. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que nous avons toujours un rapport au mouvement social, qui est un rapport que nous devons entretenir. Nous ne pouvons pas. Vous avez parlé tout à l'heure du CNR, mais c'est quoi sinon c'est quoi la volonté que nous devons tous affirmer, y compris que devrait affirmer le président de la République, c'est d'être en lien avec celles et ceux qui aujourd'hui dans la société, font bouger le monde, sont là pour porter des revendications. Soit on essaie de se parler, soit on fait de la contestation. Est-ce que vous allez à la Grande Marche? Mais la Grande Marche, elle n'a pas encore lieu, mais vous y allez ou début octobre? S'il y a une marche qui est organisée et qui permet de dire ce que nous voulons poser comme revendication sur la vie chère et sur le climat, j'en serai. Mais voilà, donc on n'est pas encore là, mais moi je souhaite effectivement qu'on fasse prendre conscience. Il faut créer un rapport de force dans ce pays. Il faut créer les conditions pour que ça bouge. Même dans la rue. Vous qui défendez le Parlement tout à l'heure comme court-circuit. Mais la rue, même Malraux était dans la rue. Enfin, franchement, il faut arrêter de dire la rue. Toutes les époques. Enfin, mais non, mais j'essaie de vous dire qu'il faut arrêter. Enfin, pourquoi la rue ce serait mal, ce serait la gauche, et ce serait très bien, ce serait la manif pour tous. Non, mais attendez. Franchement, la manif pour tous, c'était dans la rue, ça vous a pas gêné. Moi, ça me gêne pas quand la gauche, elle est là pour dire aussi ce qu'elle pense sur les profits, sur le reste. L'interrogation, c'est de se dire d'un côté, et vous en félicitez, et on comprend que vous le soyez, qu'il n'y a pas de majorité absolue pour le pouvoir. Donc vous dites, ça se joue au Parlement, et qu'en même temps, vous jouez la carte de la rue. C'est cette question-là. C'est régulier chez Jean-Luc Mélenchon. C'est simplement. Ça se fait souvent quand il avait appelé à une déferlante. C'est juste pour dire, est-ce que finalement, ce n'est pas un système dans la logique de Jean-Luc Mélenchon de toujours se dire, comme Clémentine Autain l'avait dit également, ça se joue de la rue pour la rue devant pousser le gouvernement à bouger, quitte à faire des mouvements un peu chaotiques, comme dirait Elisabeth Borne. Moi, j'espère pas le chaos. J'espère au contraire les manifestations pacifiques. Et d'ailleurs, toutes celles qui ont été organisées jusque-là par les Insoumis étaient des manifestations pacifiques. J'ai pas le sentiment qu'ils aient pris des pics et des fourches et qu'ils aient marché sur l'Élysée. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement à un moment donné de dire au peuple français que nous sommes là, que nous sommes ensemble et que nous défendons ensemble des solutions et que nous pouvons les porter et nous espérons être entendus. Et plus nous serons nombreux et plus évidemment nous avons de chances de l'être. Par exemple, l'usage du 49.3, s'il était décidé par le gouvernement, ça c'est quelque chose qui pourrait vous pousser à aller davantage dans la rue ? Pas besoin de 49.3. Enfin, la réalité, c'est que ce gouvernement a déjà prévu le 49.3. Rappelez-vous que même pendant la campagne des législatives, Bruno Le Maire avait déjà annoncé que sur les retraites, il utiliserait le 49.3. Enfin, il y a Gabriel Attal aujourd'hui dans la presse qui dit qu'il n'arrive pas à imaginer que ça passe par le 49.3. Je pense au budget. Il n'arrive pas à imaginer. On sait plus très bien ce qu'ils disent. En fait, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Good cop, bad cop. Et puis après, débrouillez-vous. Moi, ce que je vous dis, c'est que s'ils ne veulent pas de 49.3, ils viennent négocier. Ils viennent négocier pour de bon. Est-ce que, malgré tout, Bernard Cazeneuve, quand il estime que Jean-Luc Mélenchon stérilise toutes les chances de la gauche de revenir au pouvoir, est-ce que là, malgré tout, il a complètement tort ?
Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, Jean-Luc Mélenchon a fait 22%. Nous avons fait, Bernard Cazeneuve et moi, nous avons soutenu la même candidate, Anne Hidalgo, qui s'est battue jusqu'au bout, avec détermination, avec force, avec courage. On a fait 1,7. Donc, expliquer que, en fait, c'est les autres qui stérilisent, je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas de la mathématique, une élection, on a décidé. Ce qui stérilise, en fait, la gauche, c'est sa désunion. Quand nous sommes désunis. Donc l'union à tout prix. Mais c'est pas à tout prix. Si demain j'entends Jean-Luc Mélenchon qui tient des positions qui sont à l'opposé de ce que je peux défendre, je dirais que ça n'est pas possible. Mais tant que nous pouvons rechercher ensemble et que nous avons un accord et que nous pouvons avancer ensemble, je me dis que c'est infiniment préférable à la division qui stérilise définitivement la gauche et qui permet à la droite et peut-être même à l'extrême droite demain d'être au pouvoir. Il nous reste très peu de temps, mais il y a Parce que dans cette tribune, ce que je regrette, c'est quand même on y parle très peu des Français et on y parle très peu de l'extrême droite qui est la vraie menace. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon la menace pour les Français, celle qui est aux portes du pouvoir. Olivier Faure, vous parliez de désunion, de grande voix de la gauche. Il y en a une cette semaine qui a fait des propos qui a tenu des propos qui ont pu choquer une partie de la gauche. On l'écoute, c'est Ségolène Royal. Tout le monde le sait, qu'il y a une propagande de guerre par la peur d'ailleurs. La maternité bombardée. Quand M. Zelensky a fait le tour des parlements européens, et c'est là que le processus de paix s'est interrompu, il a utilisé ça. Il a dit, j'ai rencontré une femme enceinte qui m'a dit, vengez-moi, etc. Il a été incapable de donner le nom de cette femme. On n'a pas su le nom des victimes. Et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus. Grande figure de la gauche, Ségolène Royal, qui tient des propos qui ont pu choquer. Qu'est-ce que vous en dites ? Qui m'ont choqué. Je lui ai répondu. Je ne peux pas laisser penser que ces drames ont été une invention et qu'ils seraient l'œuvre de la propagande de M. Zelensky. Il y a dans ce conflit un agresseur, la Russie, et un peuple agressé, qui est le peuple ukrainien, point. Et donc, tout ce qui conduit à relativiser la portée du geste de Vladimir Poutine est en fait un acte d'accompagnement de ce régime et laisser penser que ce sont les Ukrainiens qui seraient contre la paix et les Russes qui la souhaiteraient, ça m'est tout simplement insupportable. Donc, qu'est-ce qui lui a pris à Ségolène Royal selon vous ? Écoutez, je crois qu'elle s'est excusée depuis, qu'elle a dit qu'elle n'avait pas voulu mettre en cause la réalité de ces faits. Mais est-ce que c'est pas espérons que ce soit la ligne. C'est pas des contradictions inhérentes à la gauche, ça, qui sont pas résolues ? Est-ce qu'il n'y a pas un débat à gauche là-dessus ? J'en sais rien. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'au contraire, regardez l'accord de la NUP, dont on fustige l'alignement pour quelques-uns. La réalité, c'est de cet accord, c'est qu'il pointe très directement. Il dit, nous défendrons ensemble l'intégralité territoriale de l'Ukraine et nous condamnons ensemble les crimes de guerre de Vladimir Poutine. Alors justement, une dernière question, j'espère pas. L'Union européenne, pour les européennes, un candidat socialiste, c'est sûr ? Une tête de liste socialiste ? Je suis pour une discussion avec toutes les forces de gauche. Ça, j'en avais compris. Mais... Oui, bien sûr. Non, mais si nous arrivons à nous mettre d'accord sur un programme, comme c'était le cas pour les législatives, il n'y aura qu'une seule liste. Si c'est pas possible, il y aura plusieurs listes. C'est aussi et présidentielle, ça pourrait être absent. Merci. Ah, vous parlez de quoi là ? Vous parlez. Je parle des européennes d'abord, puis j'enchaîne moi aussi 2027. Mais le souhait. Merci. Allez, un mot. Le souhait, c'est d'arriver à une candidature commune, mais encore faut-il qu'il y ait un projet commun. Si c'est le cas, effectivement, c'est ce qui nous permettra d'être au second tour et de gagner l'élection présidentielle. Merci Olivier Faure. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Questions politiques.